Tout le monde veut vivre longtemps, mais personne ne veut vieillir. Alors moi, j'ai voulu créer ce podcast qui s'appelle Long Live. Je suis Lucille Woodward et on va parler de longévité. Bonjour à tous, dans ce nouvel épisode de Long Live, j'ai eu envie d'aller au cœur du sujet autour duquel on tourne comme un éléphant dans la pièce qu'on n'ose pas vraiment voir, la chirurgie esthétique. Et oui, ce vaste sujet qui est un peu dans tous les esprits quand on invoque la longévité. Alors je suis allée parler à l'une des plus grandes spécialistes de ce sujet, le docteur Nathalie Rajao-Narivello. Elle est chirurgien plastique, esthétique et reconstructrice. Elle est aussi formatrice en injection Botox auprès des médecins esthétiques partout en France et à l'international. Alors qu'est-ce qu'on peut demander à la chirurgie esthétique ? Qu'est-ce qu'on ne peut surtout pas lui demander et en espérer ? Comment éviter les ratés ? Comment bien vivre sa vieillesse avec ou sans la chirurgie esthétique ? Un sujet passionnant, dans lequel on va vraiment au fond du problème. On parle aussi du coût et des résultats. C'est un sujet qui m'a passionnée et qui va forcément vous intéresser, même si vous n'avez pas envie d'y toucher. Allez, très bonne écoute et je vous retrouve juste après. Bonjour docteur Rajao-Narivello. Bonjour Lucille. Alors, on va s'appeler par nos prénoms parce qu'on se connaît. Je n'ai pas du tout honte de le dire. Je pratique les injections de Botox depuis bientôt 10 ans. Déjà. Et ouais, j'ai commencé à 32 ans et je suis hyper contente. Donc voilà, on se voit généralement tous les 6 mois. Ça nous rajeunit pas là. Non, ça nous rajeunit pas. Et alors personnellement, moi j'ai aucun problème pour parler de la chirurgie esthétique et des injections, etc., de la médecine esthétique. En revanche, à chaque fois que j'en parle, je vois que ça choque encore beaucoup. Il y a beaucoup de jugements associés finalement à l'utilisation des injections ou de la chire. Et je voulais voir, toi, de ton côté, qu'est-ce que t'en penses ? Est-ce que t'as vu peut-être les opinions s'ouvrir à ce sujet ou pas du tout ? Alors oui, les opinions s'ouvrent, ça c'est sûr, mais le gros problème qu'on a dans notre profession, c'est que ce qu'on voit, c'est uniquement ce qui est raté. Donc forcément, les gens ont un hyper mauvais a priori sur la chirurgie et la médecine esthétique parce que dès qu'on remarque quelque chose, c'est que c'est raté. Mais maintenant, il y a quand même beaucoup de gens qui sont au courant qu'on peut avoir des trucs plutôt réussis, qui voient que leurs copines, leurs copains ont fait des petites choses, que ça ne se voit pas, que c'est naturel et que c'est réussi. Donc, les gens commencent à en parler un peu. C'est beaucoup moins tabou. Mais on associe encore pour l'instant chirurgie esthétique et raté, ça c'est sûr et certain. Et qu'est-ce que ça dit de nous finalement, la chirurgie esthétique, depuis le temps que ça existe? Ça fait quoi, 50 ans, 60 ans qu'on la pratique? Alors beaucoup plus que ça, parce que tu avais des rhinoplasties au temps des Égyptiens. Donc ils n'avaient pas d'anesthésie générale, donc c'était à l'opium, mais il y avait des rhinoplasties qui existaient. Donc c'est un truc qui est très 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 ancien, c'est pas une lubie récente en fait. Après, les premiers liftings, oui, ça a été fait avant la Première Guerre mondiale, c'était l'époque de Sarah Bernard avec Suzanne Noël. Mais c'était encore extrêmement marginal. Et ce que ça dit de nous qu'en fait, maintenant, on maîtrise plus notre apparence, qu'on peut faire de nous. C'est-à-dire que bon, avant, t'avais les colorations pour les cheveux, enfin, c'était quand même assez limité, le maquillage. Et là, on peut modifier plus en profondeur pour être en adéquation avec ce qu'on a envie d'être. Donc, ce qui est assez fascinant, mais effectivement, il y a des limites à respecter. Donc c'est quoi cette phrase? J'ai bien aimé, c'est être en adéquation avec ce qu'on veut, ce qu'on a envie d'être. Exactement, c'est-à-dire c'est souvent on se voit d'une certaine manière et en fait quand on se voit dans la glace, on n'est pas comme ça, c'est tout à fait dans le vieillissement, c'est-à-dire que moi j'ai beaucoup de patients, moi la première parce que là aussi j'ai fait les paupières il y a un mois donc on s'imagine quand même, on est tonique, on est actif et on a une certaine image de nous et on se croise dans le miroir et alors là, on a un temps d'arrêt, on se dit mais en fait c'est pas moi, et on n'est pas du tout en adéquation avec ce qu'on ressent. Et c'est à partir de ce moment-là, pour le vieillissement, où on se dit mais attends, est-ce que je pourrais faire quelque chose pour que les deux se reconnectent en fait, l'image que j'ai et l'image que je donne. Donc en fait, on est loin du côté je veux pas mourir, je veux pas vieillir, narcissisme. Là, c'est plus finalement en fait c'est presque voilà comme tu disais de la coloration de cheveux pour se sentir plus à la page en fonction de comment on se sent à l'intérieur.
Ben pour moi, oui. Après, il y a différentes sensibilités, différentes envies. C'est-à-dire qu'il y a des patients et des patientes qui vont jamais avoir envie de se teindre les cheveux blancs, qui n'auront jamais envie d'atténuer les signes de l'âge et qui vivront très bien comme ça. Mais il en faut pour tous les goûts. En fait, il faut accepter ça et il faut aussi accepter qu'il y a des gens qui se disent mais attends, moi j'ai pas envie de cette peau qui me tombe sur les yeux. Il y a des moyens quand même relativement simples de le traiter. Voilà, je vais en bénéficier et j'ai envie de me teindre les points, enfin les racines, voilà. Donc chacun doit pouvoir le vivre comme il le souhaite en fait. Et d'un point de vue plus médical et physiologique, est-ce que la chirurgie esthétique ou les injections font mieux vieillir, c'est-à-dire est-ce qu'il y a un côté prévention ou amélioration de fonctionnement des tissus? Alors oui, ça complètement. Avant on était vraiment dans le traitement et depuis plusieurs années, on a beaucoup associé en fait. Avant il y avait que la chirurgie plastique. Donc c'était on attendait, on faisait un lifting et puis voilà. Après il y a eu les techniques d'injection, donc tout ce qui est médecine esthétique avec toxine botulique, donc ce qu'on appelle le botox mais c'est un nom commercial, ou l'acide hyaluronique. Tout ça a commencé à se développer. Alors il y a 25 ans quand j'étais interne, les chirurgiens disaient non mais ça la médecine esthétique vraiment c'est nul, c'est de la merde. Il y a que la chirurgie. Il y avait une grosse scission. Et puis finalement, on s'est aperçu que c'est quand même complémentaire. Donc c'est pas l'un ou l'autre, c'est vraiment un truc complémentaire. Et avec tout ça, maintenant, on se dit finalement la médecine esthétique assez jeune, ça va prévenir effectivement le vieillissement. Donc faire des petites injections de botox très légères, du baby botox, mais assez jeune en fait, à la trentaine. Du baby botox. Ouais, c'est vraiment des demi-doses en fait. Et on est vraiment dans la prévention, se dire voilà, on va éviter que ces mauvaises rides qui vont nous embêter arrivent. Voilà, donc on retarde l'apparition effectivement des signes qu'on n'aime pas. Ok, donc il y a vraiment un aspect, c'est quoi? Parce que ça fige les muscles et ça fait que il n'y a pas de sillon qui se creuse sur la peau. Alors ça relâche les muscles, c'est-à-dire que toutes les rides d'expression, c'est parce que nos muscles travaillent trop. Donc toi, tu veux faire bosser les muscles. Nous, au niveau du visage, on veut qu'ils travaillent le moins possible, mais certains muscles, c'est-à-dire les mauvais muscles, ceux qui vont faire les mauvaises rides, c'est-à-dire les rides qui, tu vois, la ride du lion, c'est les rides au milieu entre les sourcils, parce que ça donne l'air sévère, ça donne l'air grognon, ou alors toutes les rides en fait, les rides à pas de doigts, ça fait tomber les sourcils, ça c'est des mauvaises rides. Par contre, les muscles, super, regarde quand tu souris, et immédiatement le visage remonte, ça c'est des super muscles. Donc en fait, ce qu'on veut c'est faire travailler les bons muscles qui vont nous faire vieillir dans le bon sens et relâcher, donc éviter que les mauvais muscles travaillent trop. Et après derrière, est-ce qu'il y a des effets psychologique réel? Est-ce que ça a été étudié, mesuré sur les effets, je sais pas moi, de cette prévention ou même de faire un acte un petit peu plus lourd? Est-ce que ça a été étudié? Alors c'est pas mesuré, mais il y a des espèces d'évidence based medicine, c'est-à-dire que tu vois très bien quand tu commences assez jeune et que tu empêches que ça arrive, du coup les gros traitements arrivent plus tard. Mais il y a pas d'études à ma connaissance prospectives. Par contre, ce qui est rigolo, c'est quand tu parles des effets, les effets objectifs. Il y a eu des études aux États-Unis qui ont montré sur des patients déprimés qui ont été traités, qui avaient des dépressions sévères, qui ont été traités au botox, que ça a amélioré leur dépression. Parce qu'en fait, l'image que tu vois, en fait, conditionne aussi ton mental. Donc si tu renvoies une image très renfrognée, grognonne et déprimée, en fait ton cerveau imprime cette image. Et à partir du moment où tu changes cet aspect, ton cerveau change aussi. Et ça, c'est assez passionnant. Et ça, par exemple, ça pourrait être envisagé comme un aide au traitement de dépression sévère, etc. ou pas du tout? Alors ça pourrait, mais ça reste. Là, c'était vraiment une étude anecdotique, mais qui était quand même très intéressante. Hyper intéressant. Ça ne remplacera pas les antidépresseurs malgré tout. Ouais. Après, il y a le sport aussi qui aide. Voilà, c'est ça. Un peu de sport, un peu de botox. C'est ça. Non, mais c'est toujours pareil. C'est un traitement global, en fait. C'est une prise en charge globale du corps et du mental. Et ça, la dimension psychologique de la chirurgie, quand vous recevez des patients, accepter les demandes, parfois leur dire oui, leur dire non, comprendre aussi d'où ça vient vraiment. Est-ce que vous êtes formé ou pas du tout et vous faites un peu comme vous pouvez? Alors, on n'est pas du tout formé. Mais alors, pas du tout. Okay, C'est-à-dire qu'on fait 15 ans d'études, mais on n'est pas du tout formé à la psychologie et au relationnel. On l'apprend sur le tas dans nos études. Et c'est vrai qu'il y a des médecins qui sont plus ou moins empathiques. Il y a des patients qui ont des très mauvais contacts avec des médecins parce qu'ils vont dire qu'ils étaient vraiment odieux, pas gentils. Malheureusement, ça arrive. Et puis, heureusement, la plupart du temps, ça se passe quand même très bien et les patients ont l'impression d'être compris. Mais c'est vraiment une formation qu'on fait tout seul.
Parce qu'en fait, finalement, c'est quoi? Enfin, qu'est-ce qu'il y a de psychologique à écouter? Est-ce qu'il faut savoir dire stop? Est-ce que la personne, voilà, elle va être déprimée? Est-ce que ça va plutôt être, elle se sent moins bien que les autres? Enfin, qu'est-ce qu'il faut déceler en fait pour pas faire d'erreur en tant que Mais il faut déceler si vraiment c'est quelque chose qu'on va pouvoir améliorer ou si c'est un problème plus profond, effectivement, si c'est psychologique, un mal-être global. Et en fait, la chirurgie en elle-même ne changera pas forcément. Mais c'est quand même assez rare, ça. Hein. C'est-à-dire, on a l'idée des gens, ceux qui se font opérer, ont des problèmes psychiatriques. Pas du tout. C'est-à-dire que 95% ou plus des patients, ils ont un vrai problème. Que ce soit les seins qui tombent, pas de seins, l'ovale du visage qui est plus là, les paupières qui tombent. Enfin, il y a des choses objectives. Après, il faut arriver à leur dire, est-ce que ça va vraiment changer les choses? Est-ce que c'est ce qu'ils en attendent ou pas? Voilà, faut arriver à comprendre en fait ce qu'ils en attendent et à leur expliquer ce qu'on peut leur faire. Et alors du coup, parce que là tu me parles des seins qui tombent, des l'ovale du visage, des yeux, donc tout le monde a ça. Et ça tombe plutôt vers le bas. Hein, et voilà, oui, voilà, c'est la gravité. Avec la gravité, l'âge. Gravity is a bitch. Est-ce qu'après il n'y a pas ce risque de visage ou de traits un peu clonés où finalement tout le monde ressemble un peu à la même personne? Moi, je l'ai un peu vu ça aux États-Unis. Alors, c'était il y a quand même 15-20 ans. En Californie notamment, vers San Diego. J'avais passé quelques semaines et vraiment les filles dans les bars se ressemblaient absolument toutes. Bon, déjà les cheveux, mais aussi toutes le même nez, toutes les mêmes seins, des filles jeunes, tu vois, entre 16 et 25 ans, vraiment des visages clonés. Et donc moi, la franchouillarde qui débarquait là, mais j'avais 20 ans moi aussi, mais malgré tout, je trouvais que je faisais un peu tâche. Mais ouais, alors ça c'est plutôt très américain. C'est-à-dire qu'il y a un peu une technique unique. C'est en train de passer quand même, hein, mais c'était un peu une technique unique. En plus, elles avaient toutes plutôt des très gros seins, des grosses prothèses. Enfin bref, en France, on est complètement différent. C'est pour ça qu'on appelle ça la French touch. C'est-à-dire que tu as beaucoup d'Américaines justement qui viennent en France pour avoir un résultat naturel. Et en disant, alors surtout, je vais me faire opérer ici, je ne veux surtout pas être opérée aux États-Unis, je veux pas avoir la même tête que tout le monde. Et en fait, c'est vraiment une histoire d'analyse de visage. Moi, par exemple, j'explique aux patientes l'idée, j'aime bien avoir des photos plus jeunes, par exemple dans la chirurgie du vieillissement, pour leur dire, je vais pas vous transformer, mais voilà, on va essayer de faire un peu machine arrière, de revenir à la même personne 10-15 ans avant, mais pas une autre personne ou la voisine. Enfin, c'est plus personnalisé. Il faut vraiment analyser chaque personne et essayer de voir quel est le problème. Et voilà, ça c'est vraiment un problème de technique et d'appréhension esthétique du praticien. C'est pour ça que c'est important d'avoir un bon feeling avec son praticien, pour être sûr qu'il comprend la demande et qu'il va pas te cloner justement. Et donc c'est quoi? C'est un peu de l'art que vous faites, de l'harmonisation du visage? Est-ce qu'il y a un peu une dimension artistique? Alors il y a une vraie dimension artistique, mais après c'est comme tout, tous les goûts et les couleurs sont dans la nature, donc il en faut un peu pour tous les goûts. Et voilà, et il y en a qui vont adorer un certain type de chirurgie, ou les pommettes comme ci, comme ça, ou les lèvres, les Russian lips, enfin les énormes lèvres. Les Russian lips? Russian lips, c'est les lèvres à la russe. C'est bon, énormément de volume, mais il en faut pour tout le monde. Après, voilà, il faut savoir un peu ce qu'on veut soi et si on veut garder vraiment sa personnalité, son visage, enfin, faut être capable de l'exprimer clairement. Et c'est pour ça de demander avoir des résultats du praticien, par exemple. Comme ça, on a une idée un petit peu de ce qu'il fait. Et donc, toi, quand tu vois une chirurgie bien faite, c'est quoi? C'est qu'il ne se voit pas, ou la personne elle est vraiment ultra heureuse, il y a plus de complexe, elle vient plus jamais te voir, ou au contraire, finalement, t'es contente quand elle revient peut-être dans 2 ans pour continuer en fait à améliorer? Qu'est-ce qui est satisfaisant? Alors, c'est pas forcément de les revoir, c'est juste quand un patient ou une patiente va me dire franchement, ça paraît rien et ça m'a changé la vie. Et merci. Et en fait, t'as vraiment l'impression d'avoir aidé la personne. Alors, ça paraît complètement futile pour beaucoup de gens, mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la souffrance psychologique qu'on peut avoir, ça, il y a des patients qui sont en surpoids, il y a plein de choses différentes qui apportent une souffrance très importante que l'entourage ne percute pas du tout. Et quand on traite ça, en fait, on se rend compte que, bah oui, on a vraiment apporté un grand plus à la personne. Et ça, c'est vraiment hyper satisfaisant. Et là, maintenant, oui, je revois des patients. Des fois, ça fait 10 ans que je les ai pas vus. Alors, à l'époque, c'était pour les seins. Puis bon, maintenant, c'est parce que le visage se casse un peu la figure. Mais du coup, elles reviennent. Oui, ça, c'est super. J'adore. Et alors, justement, parlons-en de la chirurgie du poids, ou en tout cas de l'harmonie du corps. Est-ce que on peut avoir des effets mieux que le sport? Est-ce que
En fait, il y a souvent un peu ça que moi j'ai comme question en tant que coach sportif. Les gens me demandent, voilà, ce genre de physique, de jambes, etc. Est-ce que le sport peut s'approcher d'un résultat de chirurgie esthétique ou est-ce qu'à un moment, de toute façon, quoi qu'il arrive, il faut passer par la chirurgie esthétique? Alors, ça dépend vraiment. Pour moi, c'est vraiment complémentaire. C'est-à-dire que, par exemple, si tu parles d'une intervention de chirurgie esthétique type lipo, en fait, la lipo, ça va servir uniquement à retirer de la graisse qui résiste à une bonne hygiène de vie. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui fait du sport, qui mange correctement et qui dit mais je fais du sport, je mange, je grignote pas et j'ai cette culotte de cheval ou ces poignées d'amour ou un truc qui ne part pas. Ça, dans ces cas-là, le sport n'y arrivera pas. La preuve, ça résiste à tout. Et là, entre en jeu la chirurgie plastique. Là, on va faire une lipo pour retirer ça. Éventuellement d'ailleurs l'injecter ailleurs parce que on en profite pour faire ce qu'on appelle un lipofilling, c'est-à-dire remplir. Remplir quoi? Les seins, les cernes? Par exemple, ouais. C'est-à-dire tu dis bah tiens, j'ai de la culotte de cheval et j'ai pas de fesses. Bah en fait, tu vas retirer la culotte de cheval et mettre dans les fesses. Donc génial. Wow. La cuisine des restes. Il y a rien de se perd. Donc ça c'est super. Mais c'est vraiment complémentaire, c'est-à-dire que tu as plein de machines, tu vois, le M-Sculpt par exemple pour te remuscler le ventre, ça va pas remplacer des séances de muscu, enfin d'entraînement sportif en fait. Donc tu vas en faire, mais c'est bien, ça potentialise le truc, mais ça va pas remplacer complètement. Voilà, tu as plein de trucs, mais c'est pas l'un ou l'autre, c'est vraiment complémentaire. Je pense pas que tu puisses remplacer le sport. Ouais, bon, après, de toute façon, même en physiologie de la santé, c'est-à-dire que oui, tu pourras peut-être enlever de la graisse, mais le cœur, les artères, les endorphines, ça, pas bosser, quoi. C'est uniquement le sport. Est-ce qu'il y a des chirurgies qui aident à accompagner mieux le vieillissement? C'est-à-dire que quelles sont les techniques qu'il faudrait aller chercher? Est-ce que c'est plutôt le lifting, les fils dorés? Ça a été une technique, voilà, les fils d'or c'était une technique, je lisais ça dans les magazines de ma mère, je trouvais ça hallucinant. Est-ce qu'il y a les technologies du moment? Alors en fait, pour aller mieux dans le vieillissement, ça va être vraiment, donc on le disait tout à l'heure, la prévention. Donc tu commences des petites injections pour éviter de trop vieillir. Donc tu fais des petits trucs. Et après, les fils, ça va être par exemple pour essayer de remonter le visage. Il y a un moment quand ça descend complètement, à part remonter avec un lifting, on n'a pas le choix. Donc en fait, il faut que le médecin arrive à faire juste le bon diagnostic pour arriver à switcher parfois sur la chirurgie. Et d'ailleurs, on peut remarquer que souvent, en fait, les patientes où ça se voit, c'est-à-dire qu'elles ont eu des petites injections, ça marchait un moment, puis à un moment ça tombe trop. Il aurait fallu faire un lifting, mais elles n'ont pas voulu en se disant mais je veux pas que ça se voit. Et elles continuent les injections. Et là, elles se retrouvent avec des têtes, tu vois. Enfin voilà, on les voit toutes avec les pommettes hyper gonflées. Tu vois, elles ont la tête comme soufflée en fait, toute gonflée. Et du coup, ça fait fake, alors qu'elles voulaient un résultat naturel. Donc, faut vraiment arriver. Il y a un moment, voilà, quand ça tombe, faut remonter si on veut être naturel. Donc, mais il y a un passage, c'est vraiment le médecin et la patiente qui font le diagnostic ensemble. Quand on se met dans la glace et qu'on se dit bon là, vous voyez, quand je fais ça, là, je remonte l'ovale comme ça, c'est mieux. Ça va être clairement, faut un lifting. Mais avant, t'as effectivement une multitude de techniques pour essayer de retarder ça, que ce soit les ultrasons, la radiofréquence, les injections. T'essayes de combiner plein de trucs pour retarder ce passage à la chirurgie. Et donc en fait ça, le chirurgien esthétique sait tout faire, le botox, le laser, les injections, les ultrasons, ou est-ce qu'il faut un peu soi-même picorer un peu à droite à gauche, aller chercher l'info si on a envie de... Alors on peut chercher l'info. Après, quand on a un praticien, moi par exemple je fais pas du tout les lasers, donc j'adresse à des collègues, mais au moins voilà, les patientes elles savent, elles vont pas, ce qui est vraiment ce qu'on peut déconseiller, c'est d'aller un peu partout, de faire du nomadisme médical et d'aller faire un peu de piqûre chez l'un, un peu de piqûre chez l'autre, un peu de laser ici par là, parce qu'en fait on n'a aucune vision d'ensemble du traitement et c'est là où on sait pas dans quelle direction on va. On part un peu dans tous les sens et du coup on perd l'ADN même du visage, je dirais. C'est-à-dire qu'on sait plus trop où on va. Donc c'est pour ça que c'est important d'essayer de garder quand même les mêmes praticiens qui vous suivent. D'accord. Et tu parlais du visage, mais est-ce que c'est pareil finalement pour les seins, les fesses? Donc à un moment on peut avoir envie de seins plus gros, on se met une prothèse. Après les seins sont trop bas, il faut les remonter. Est-ce que c'est pareil pour d'autres endroits du corps? Alors oui, c'est pareil pour les grosses plaintes avec le vieillissement, c'est les bras.
Alors énormément, parce qu'il y a de la graisse qui s'accumule derrière les bras et la peau qui devient flagada. Donc ça, c'est une énorme demande avec l'âge. Ok. Et puis il y a les cuisses aussi, les genoux. Et ça, c'est vraiment les zones au moment où on a les genoux qui nous embêtent et on n'arrive plus à mettre les shorts, les jupes. Et malheureusement pour ça, il n'y a pas beaucoup de traitements qui fonctionnent bien. Donc ça, on a encore des progrès à faire en chirurgie et en médecine esthétique. C'est quoi la peau du genou là sur le dessus du genou qui devient toute fripouillée, la graisse, voilà. Et ça, et par exemple, on peut pas faire de lipo, sinon la peau encore plus fripouillée. Donc, on n'a pas vraiment de super bonnes techniques pour cette zone-là encore. Et est-ce qu'il y a un moment où c'est un peu trop tard finalement pour commencer ou pour le faire? Est-ce que alors non, heureusement qu'on va pas dire aux patients non mais là c'est trop tard, c'est foutu. Mais plus on va commencer des petites choses tôt. C'est-à-dire que tu vois les patientes qui ont commencé à faire un petit peu d'injection tôt, elles gardent un visage vraiment naturel. On fait des petits trucs très légers pendant longtemps. Puis quand ça tombe, on fait un lifting. Et puis voilà, si 15 ans après, à 75 ans, elles veulent encore être fraîches, on refait. Ça sera toujours mieux que quelqu'un qui n'a jamais rien fait et qui arrive à 70 ans en disant voilà, j'ai jamais rien fait. On n'aura jamais le même résultat que quelqu'un qui s'est entretenu les années d'avant, ça c'est sûr. Mais un entretien, c'est fou. Trop tard. Ouais, c'est vraiment de l'entretien. C'est voilà, comme l'entretien du corps. Et alors, jeter un pavé dans la mare, mais est-ce que les crèmes peuvent aider finalement à mieux vieillir, à éviter les rides ou pas du tout? Alors les crèmes ça hydrate, mais ça hydrate les couches superficielles. Elles n'ont pas l'autorisation de pénétrer dans les couches profondes de la peau. Sinon ça devient des médicaments et c'est plus des cosmétiques. Donc bon, c'est pour ça que la crème idéale, c'est compliqué d'avoir la crème idéale, ça existe pas. Non, mais est-ce que tu vois, il y a quand même une différence entre il y a des crèmes à 200, 250 euros qui te vantent Night Repair, je ne sais pas, enfin voilà, anti-rides à la je ne sais quoi, quelle molécule, ultra cher. Enfin, tu vas chez Sephora, ça peut prendre des prix dingues. Donc, tu vois, est-ce que ça vaut le coup d'investir dans des crèmes comme ça qui sont finalement presque la moitié d'une injection de Botox? En fait, si vraiment ça nous fait plaisir et qu'on a les moyens, ok. Mais comme ça reste dans les couches superficielles, ça va pas les traiter vraiment. Ça va pas vraiment traiter en profondeur. Donc c'est toujours un. T'es en train de nous dire que ça sert à rien. Je le dis moi du coup parce que c'est pas toi qui le dis. C'est un petit plus. Mais c'est pas l'essentiel, faut pas se baser dessus. Est-ce qu'il y a des molécules à aller chercher? Alors c'est des molécules qu'on traite vraiment beaucoup. Alors s'il y avait une seule molécule, pour moi, ça serait l'écran solaire, le SPF 50. Ça c'est vraiment le truc, la protection solaire, parce que le soleil, ça donne des ridules, ça donne des taches. Donc c'est les deux trucs qui font vieillir la peau énormément. Ça serait la molécule géniale. Mais sinon, dans les soins, on va chercher de l'acide hyaluronique, mais toujours pareil, qui reste en superficiel, et puis tout ce qui est à base de vitamine C qui apporte de l'éclat, des choses comme ça dans le vieillissement, ça c'est très très bien. L'acide phytique, le rétinol, c'est des molécules qui vont travailler, mais toujours sur les couches superficielles. D'accord, donc en gros ça va faire un tout petit plus, mais ce sera exactement pas sur les couches superficielles, mais c'est pas en profond, donc c'est une option. Enfin voilà, c'est un peu la cerise sur le gâteau. Bon, en gros, la Nivea SPF et la Roche-Posay sérum vitamine C, voilà, qui coûte 30 euros, 15 euros. C'est déjà bien. Ok, très bien, à noter. Comment est-ce qu'on assume ou pas de passer par la chirurgie esthétique ou les injections ou le laser? Est-ce qu'il y a un degré plus facile à assumer? Moi, j'ai l'impression que oui. Est-ce qu'il faut le dire, pas le dire? Qu'est-ce que t'en penses de ça? Alors, en fait, faut faire comme on le sent. Moi, j'ai tous les cas de figure. J'ai des patientes que je connais depuis des années, depuis une dizaine d'années, qui font des injections, qui le disent pas à leur mari, parce que le mari leur dit si jamais tu fais une injection, je te quitte. Je vois très bien. Voilà. Et du coup, non mais c'est génial parce que c'est des bandes de copines qui font des dîners ensemble avec les maris. Le mari en plein milieu du dîner qui va dire non mais regardez elle fait rien. Enfin, je vois pas pourquoi vous faites des injections. Regardez, elle fait rien, elle est superbe. Et donc là, t'as toutes les copines qui se marrent en douce. Bon, ça c'est l'anecdote, mais t'en as plein qui vraiment ne le disent à personne. Ça c'est un truc ou alors vraiment une meilleure amie qui si elle le dit meurt. Donc c'est quand même très 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 limité. Et puis il y en a qui assument mais complètement. Et c'est rigolo parce que moi j'ai pas mal d'hommes en chirurgie du regard, donc qui font les paupières et qui sont des hommes. T'as des chefs d'entreprise, enfin vraiment des
qui ont des grosses équipes derrière eux. Et alors, ils en ont rien à secouer, ils assument le truc. Eux, c'est j'ai un problème, je le traite. Voilà, j'ai la tête en patate pendant 8 jours, mais j'ai traité mon problème et voilà. Et ça ira mieux après. Et ça ira mieux après. Et c'est assez marrant parce que souvent on se dit que les hommes assument beaucoup moins, mais en fait, voilà, problème, solution, fin de l'histoire. Donc c'est assez drôle. C'est un peu la peur du jugement aussi, hein, finalement. Pourquoi est-ce qu'on le dit? C'est pour pas être jugé. Mais complètement, parce que quand on dit tiens, j'ai envie de faire n'importe quoi, hein, une lipo, des prothèses, un lifting, il y aura toujours des copines qui vont dire bah t'en as pas besoin, voilà. Et donc on est obligé d'aller s'expliquer, se dire mais si, pourquoi moi je trouve que j'en ai besoin, et voilà. Alors qu'en fait, si on fait tout ça, c'est pour soi. Et en fait, la seule personne à qui il faut rendre des comptes, c'est soi-même en fait. Donc voilà. Et il y a peut-être aussi des chirurgies qui passent plus facilement que d'autres, non? Par exemple, une personne après des grossesses qui va se faire le ventre, ça va beaucoup mieux passer que quelqu'un qui va se faire des seins ou un lifting. Complètement. Ou les fesses, par exemple. Complètement. C'est un peu plus socialement justifié. C'est-à-dire que oui, mais bon, c'est après les enfants, donc j'étais pas comme ça avant, donc je veux revenir comme j'étais avant. Donc ça, c'est un truc qui est plus accepté, en fait, qui s'entend plus. Alors que finalement, dans le vieillissement, finalement, c'est la même chose. C'est-à-dire que j'étais pas comme ça, et j'ai envie de changer ça. Mais là, on l'entend pas du tout. Là, non, il faut s'accepter et voilà. Alors que bon, on pourrait très bien dire, mais écoute, t'as eu des enfants, le ventre est explosé, t'as les seins qui tombent, faut l'accepter. Enfin, oui. Voilà. Et parfois on l'entend aussi. Et on l'entend. Mais en fait, on se sent jugé aussi sur ça. Et il faut pouvoir l'entendre en fait. Quelqu'un peut, heureusement qu'il y a des gens qui veulent pas faire de la chirurgie. Il en faut. Moi, je suis vraiment pour défendre le fait que tout le monde a le droit d'avoir ses idées, mais tout le monde a le droit de mettre en pratique ses idées. Donc, sans être jugé ni par les uns ni par les autres. Est-ce qu'il y a des tendances? Toi, ça fait 20 ans que t'es chirurgien esthétique, voilà. Est-ce qu'il y a des tendances que t'as vues de plus comme ci, comme ça, des tendances de visage ou pas trop en France? Il y a des tendances. Moi personnellement, j'ai pas trop cette demande parce que, je fais vraiment tout ce qui est très naturel. Donc j'ai jamais personne qui va me dire, qui va venir me voir en me disant, écoutez, je veux vraiment les fesses de Kim Kardashian. Enfin, voilà. Mais il y a vraiment eu des tendances. On voit dans les demandes de chirurgie plastique des tendances de silhouette. Et effectivement, je dis Kim Kardashian, mais parce que ça a vraiment apporté une vraie image qui a transformé l'image des femmes. Où il y a eu pendant 7-8 ans une grosse demande du fameux BBL, Brazilian Butt Lift, où tu faisais une énorme lipo de tout le corps et tu réinjectais dans les fesses et ça faisait cette forme. Et puis après, elle a retiré ses prothèses, elle a fait des lipos, des machins, et donc là, hop, c'est plus du tout à la mode. Mais le corps, c'est pas, c'est pas un sac à main, donc faut pas jouer avec son corps. Là, pour l'instant, la tendance, on a un développement. Les patientes se rendent compte en ce moment, par exemple, que oui, les liftings, ça peut être naturel. Parce que on en parle beaucoup. On parle beaucoup des liftings, des deep plane facelifts. Enfin, c'est des choses qui circulent beaucoup sur Instagram, par exemple. Quoi, des deep plane? C'est-à-dire, en fait, c'est tout bêtement les liftings qu'on fait depuis 20 ans, mais qui sont très maintenant, on en parle beaucoup en fait. En fait, où tu vas faire des liftings sur les plans profonds, parce que si tu tires que la peau sur un visage, ça sert à rien. Tu vois, quand t'es enceinte, t'as un ventre qui est énorme parce que la peau est élastique. Donc, si tu tires sur la peau, la peau finalement va s'adapter, va se détendre, et puis au bout de 3 mois, ton résultat il tient plus. Donc, c'est pour ça que si tu veux faire un lifting qui fonctionne, tu vas sur les plans en profondeur. C'est les muscles du visage. Et ça, il y a vraiment beaucoup de chirurgiens qui communiquent beaucoup dessus, avec des très belles photos avant-après, et ça permet de se rendre compte qu'en fait, le résultat d'un lifting, c'est hyper naturel. Donc là, la tendance, c'est les patientes se disent un peu, finalement, les injections, c'est peut-être ça qui fait que c'est pas très naturel, donc t'as une tendance à aller des injections vers la chirurgie en ce moment. Voilà. Pour plus de naturel, parce que en France, vraiment, on veut plutôt du naturel. Ok. Et alors, c'est quoi le futur de la chirurgie esthétique? Vers quoi est-ce qu'on va aller, sachant qu'on va tous vivre plus longtemps, que le réarmement démographique, moi, j'y crois pas forcément, en tout cas pas tout de suite. Donc, on va devoir travailler plus longtemps pour pouvoir ne pas être à la retraite trop tôt, puisque personne ne pourra trop nous les payer. Et donc voilà, encore une fois, cette image qu'on transmet aux autres pour pouvoir être dans le travail et toujours dans la fraîcheur. Si on a envie de l'être, vers quoi est-ce qu'on va?
Mais alors ça c'est marrant parce que ce que tu dis c'est vraiment la demande majoritaire des patients en vieillissant. C'est vraiment d'avoir l'air frais parce que il y a de la concurrence, parce qu'il y a les petits jeunes derrière, parce que voilà, et c'est vraiment le truc. J'ai l'air fatiguée, mais je suis pas du tout fatiguée, docteur. Alors que tout le monde pense que je suis fatiguée. Et donc c'est ce que je te disais au début, on veut se remettre en adéquation. Donc là, avec le futur, on va développer, je pense encore beaucoup tout ce qui est cette prévention. Nous en France par exemple, il y a tous les injections de PRP, on n'a pas le droit de le faire, les PRP dans le visage, mais c'est des choses pour justement apporter des facteurs de croissance naturels dans la peau. Donc en gros, c'est comme on le fait en cheville ou en genou, ouais. On prend les plaquettes on prélève Exactement. du sang, on prend les plaquettes et on les réinjecte. Donc oui. dans les chevilles, dans les genoux, pour l'instant, c'est ça qui est fait, mais ça peut être fait dans le visage. Tout à fait. C'est ce qu'aux États-Unis, ils appellent ça le vampire lift. Le lifting du vampire. Parce qu'en fait, on fait une prise de sang, effectivement, tu traites ce sang pour avoir les plaquettes. Et en fait, ces plaquettes, elles sont bourrées de facteurs de croissance. C'est pour ça qu'on les utilise. Les facteurs de croissance, c'est comme des super vitamines, mais que notre propre corps fabrique. Donc, en fait, c'est super. Ça se fait en Grèce, ça, par exemple. Ah, bah oui. C'est la graisse, tu réinjectes la graisse, c'est le lipofilling, c'est génial. Dans le pays, en Grèce, le pays européen. Ils le font. Oui, ils ont le droit. Ça se fait le PRP, ouais. Mais il y a d'autres pays en Europe où tu as le droit. En France, c'est strictement interdit dans le visage. C'est autorisé dans le cuir chevelu pour les chutes de cheveux, mais ce n'est pas autorisé dans le visage. Ne cherche pas à comprendre. Okay. Voilà. Et d'ailleurs, en termes de cheveux, il y a beaucoup de demandes. Alors, je sais pas si toi tu le fais, les réimplantations capillaires, ça marche vraiment? Alors moi, je le fais pas, mais ça marche vraiment. Oui. C'est vraiment des techniques pour les hommes. Maintenant, il y a une demande phénoménale. Ça s'est énormément développé dans les 15 dernières années. Maintenant, tu as des centres entiers qui le font, mais ça marche vraiment. Quand c'est bien fait, Et c'est pareil, c'est de la prévention qu'il faudrait faire, ou est-ce que il y a des moments où c'est trop tard? Non, alors oui, en prévention, c'est-à-dire quand t'as des golfes qui apparaissent ou une calvitie débutante, c'est sûr que si t'es chauve, t'as plus de bulbe pileux à prélever, donc c'est trop tard. Mais au début, oui, quand t'as vraiment c'est vraiment la demande, c'est les golfs et le début exactement, le début de tonsure, le début de golf, ça c'est le bon moment en fait. Et plus pour les hommes, mais t'as beaucoup de problèmes de cheveux aussi chez les femmes, qui ont les cheveux avec l'âge, la ménopause, tout ça, qui deviennent tout fins, tout cassants et qui elles font beaucoup d'injections de PRP dans les cheveux. Et alors ça, donc tout ce qui est prévention dont tu nous parles, il faudrait, c'est pas qu'il faut commencer, mais à quel âge est-ce que on peut avoir une première consultation finalement avec un chirurgien esthétique pour aller dans cette prévention et dans cet accompagnement du vieillir comme on a envie de vieillir? Je pense idéalement vers la trentaine, tu fais une petite consultation, voir. Alors qu'on va te proposer, ça va être des choses extrêmement light en fait, plutôt des traitements de surface pour améliorer la peau. Enfin vraiment, c'est quand je parle de surface, c'est tout ce qui est que ce soit les peelings, les lasers, c'est vraiment pour améliorer la peau. Et moi, j'explique ça aux patientes en rigolant, en disant c'est comme dans une maison, il y a les murs et puis il y a le papier peint. Donc à 30 ans, c'est plutôt le papier peint. Les murs, ils tiennent encore. Donc voilà. Mais au moins, tu as un premier contact et puis voilà, comme ça, tu as un petit entretien. Alors ça peut être tous les 2 ans, tous les ans, enfin ça dépend. Et puis à un moment, on va dire là, ça serait bien de passer un petit peu de botox parce que là, ça commence à se marquer un peu. Donc on fait du baby botox très légèrement. Mais comme ça, voilà, on retarde vraiment les signes du vieillissement. Donc une petite consultation à 30 ans, c'est super pour celles qui ont envie, bien sûr. Oui, bien sûr. Il faut toujours peser ses mots et on est bien sûr pas du tout dans l'injonction. Pas du tout. Non. Après, c'est un coût énorme. Oui, donc est-ce que tu penses que les technologies vont diminuer en coût avec l'augmentation de la demande, ou est-ce que ça restera quand même quelque chose de très cher, de très onéreux, et du coup avoir vraiment une vraie différence entre les classes sociales? C'est un peu comme tous les produits, que ce soit les sacs à main, les crèmes, on en parlait, c'est-à-dire qu'on pourra trouver, je pense, à tous les prix. Mais actuellement, au début, il y avait plutôt que des choses plutôt très chères. Et évidemment, il y a des petites marques qui vont se développer. Enfin, il y aura des offres qui seront plus accessibles. C'est obligé parce qu'il y a une très grosse demande. Donc, l'offre va s'adapter à la demande. C'est un risque, ça, de payer moins cher ou pas? Enfin, ou est-ce que c'est juste tu prêches ta paroisse, après c'est normal? Il faut en fait, l'essentiel c'est de s'assurer qui fait les injections, que ce soit un praticien qui soit un praticien autorisé.
déjà. Donc que ce soit bien un médecin, que ça soit pas une infirmière, que ça soit pas une esthéticienne, où là bien sûr c'est beaucoup moins cher, mais on se retrouve avec des catastrophes qu'on traite vraiment dans ces cas-là. Oui, tu peux avoir vraiment des nécroses du visage. Il y a des jeunes filles qui ont été défigurées par des injections faites chez les esthéticiennes, qui ont perdu leur nez. Tu peux perdre la vue. Enfin, t'as des choses vraiment dramatiques. Nous, dans tous les congrès maintenant de chirurgie plastique, tu as systématiquement une session consacrée aux complications des injections. Donc, c'est quand même, des injections d'acide hyaluronique. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que les injections de Botox, globalement, le raté, c'est juste que, t'as une tête 6 bizarre. mois, c'est moche. Même pas, pendant 3 mois. T'as une tête un peu bizarre qui est pas le résultat qu'on voulait, mais c'est complètement réversible et il va rien se passer. Alors que l'acide hyaluronique mal injecté, ce qu'injectent les esthéticiennes éventuellement, ça va boucher un vaisseau. Donc, le territoire du vaisseau va mourir. Donc, tu as ce qu'on appelle une nécrose, ça devient tout noir et ça meurt et le tissu tombe. Donc, tu peux perdre vraiment ton nez, ta lèvre, des bouts de ta joue. C'est vraiment pas anodin. Donc, c'est vraiment la recommandation, quel que soit le prix, c'est vraiment vérifier déjà les compétences de la personne qui injecte, les conditions de stérilité. Enfin voilà, faut que ce soit très propre. C'est quand même un acte médical avec des aiguilles, donc on le fait pas dans une arrière-cuisine. Et après que le feeling passe bien avec le praticien. Et puis voilà, si on n'est pas content du résultat, il faut retourner le voir pour lui en parler, pour lui demander voilà, c'est pas ce que j'attendais, est-ce qu'on peut faire mieux ou pas. Et puis bon, si vraiment ça passe pas, on change. Mais est-ce qu'on va un peu plus tard vers la thérapie cellulaire, cellules souches? Est-ce que c'est vers là qu'on se dirige en chirurgie esthétique? Oui, probablement ça. Mais alors c'est pas du tout de suite, vu que déjà le PRP est pas autorisé. On n'est pas encore aux cellules souches, mais ça sera dans l'avenir, dans les années qui viennent. Donc c'est-à-dire cultiver ces cellules du visage jeunes quand on a 15-20 ans pour ensuite nous les réinjecter. Par exemple. Ça sera probablement une possibilité. Là, pour l'instant, on n'y est pas encore du tout parce que, par exemple, ce qu'on essaye de faire toujours en lipofilling, par exemple, les patientes se disent, écoute, voilà, là, je fais une lipo, j'ai pas besoin de la réinjecter, mais peut-être qu'un jour j'aurai besoin. Et comme tu réinjectes tes propres cellules graisseuses, tu prends pas celles ni de ta mère, ni de ta sœur, ni de la voisine, l'intérêt, ça serait effectivement de garder ces cellules. Mais là, c'est des coûts qui sont monstrueux. C'est-à-dire que si on fait une lipo, le coût pour garder ces cellules, c'est entre 5 à 10 000 euros par an. Donc, évidemment, pas grand monde va le faire. Donc, pour les cellules souches, ça serait aussi pour l'instant la même chose. Mais on va y aller, comme les congélations d'ovocytes, ça s'est développé. Dans l'avenir, je pense qu'il y aura des choses comme ça, bien sûr. Et pour terminer, je voulais avoir ton avis sur l'élément hyper à la mode pour la peau et le vieillissement, qui est le collagène. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est une machine à fric? Est-ce que ça vaut le coup ou est-ce que tu ne sais pas? Je n'en sais rien. Je n'ai vu aucune étude fiable et sérieuse prouvant qu'il fallait absolument manger du collagène, puisqu'après, en fait, là, quand il passe dans ton corps, il est digéré comme n'importe quelle protéine. Comme n'importe quelle protéine, on ne sait pas du tout vraiment où est-ce que ça va aller. Après, dans le doute, je me dis que ça ne peut pas faire de mal. Donc, quand les patientes me demandent, je leur dis, écoutez, l'acide hyaluronique en gélule et le collagène, allez-y. Voilà, il n'y a pas d'effet secondaire majeur. Au pire, on n'a pas d'effet. Mais voilà. Et puis, il faut pas négliger l'effet placebo en médecine et en chirurgie. L'effet placebo est énorme. Donc, voilà, ça faut pas le négliger. Donc, pas de contre-indication. Avantage ou pas, franchement, rien de prouvé. Probablement, dans les années, comme on en parle beaucoup, il y aura forcément des études qui vont sortir. On verra. Merci beaucoup en tout cas pour toutes ces informations. Où est-ce qu'on peut te trouver, te voir, te suivre? Parce que tu as un podcast aussi. Alors ça, c'est le podcast que j'ai fait aussi qui s'appelle Au Scalpel, qui en fait interviewe des patients parce que mon objectif c'était vraiment de dédiaboliser justement mon métier que j'adore pour montrer qu'on peut avoir des patients et des patientes qui cherchent des résultats naturels et qu'on ne les voit pas. C'est que des patients qui ont été interrogés, vous les croisez dans la rue, vous ne pouvez pas imaginer qu'ils ont eu recours à la chirurgie plastique. Voilà, parce que c'est des choses qui sont soit cachées, soit qui ne se voient pas. Donc j'ai interrogé plein de patients, de collègues à moi qui acceptaient de témoigner parce que c'est pas évident. Et pour faire partager, voilà, l'idée c'était comment est-ce qu'on en arrive à prendre cette décision hyper importante d'aller se faire opérer alors que on est en pleine santé et qu'on va quand même avoir souvent une anesthésie générale. Comment l'entourage le vit justement, parce que il y a des patients qui en parlent et puis il y en a d'autres qui en parlent pas du tout. Et le cas le plus dur, c'est quand l'entourage est contre. C'est-à-dire que ça peut arriver.
Ça, c'est hyper dur à vivre parce que vraiment t'es tout seul et vraiment c'est dur. Et voilà. Et donc ce vécu vraiment psychologique, pas vraiment tant physique que psychologique, c'est le côté qui m'intéressait sur ce podcast. Et sur ce côté psychologique, tu vois, par exemple dans le sport, on a aussi ça, l'entourage qui suit pas du tout une envie de préparer un semi-marathon ou de se remettre au tennis ou de faire de la danse de salon. Et finalement, ton conjoint il a pas du tout envie, mais toi t'as hyper envie, donc t'y vas quand même. Et tu vois, ça crée une sorte de conflit. Comment est-ce que toi tu les accompagnes justement ces patients dans ce passage à l'acte sans en faire trop, mais pour les aider à assumer? C'est vraiment super. C'est vraiment la pire configuration parce que c'est t'as la famille parfois qui s'en fiche. T'en as qui ont juste peur, mais il y en a qui sont vraiment contre. Et en fait, il faut savoir que la chirurgie, c'est pas de la magie. Moi, je passe mon temps à dire aux patients, c'est pas de la magie. Donc, quand t'es opéré, tu n'as pas du tout ton résultat tout de suite. Donc, t'as forcément une tête ou un corps qui est pas du tout ce que tu voulais tout de suite après. C'est gonflé, t'as des bleus. Enfin, c'est pas très joli en fait tout de suite après. Parfois, t'as des douleurs aussi. Et donc, t'es vraiment pas dans un état combatif. Et à ce moment-là, en plus, l'entourage vient de dire, bah ouais, je t'avais bien dit de pas le faire. Bah regarde comment t'es. Psychologiquement, c'est vraiment hyper dur. Donc c'est très rare, mais ça arrive que les patients soient dans ce cas-là. On essaye d'être le plus proche possible d'eux, de les encourager et d'assurer de prendre le rôle que l'entourage n'a pas en fait. Et puis après, c'est encore une satisfaction pour moi, c'est quand des mois après, le patient ou la patiente va dire, je suis vraiment hyper content, ça a été super dur, mais je suis hyper content. Et là, il voit bien que j'avais raison de le faire en fait. Ça c'est super. Mais c'est passé par une phase vraiment dure, quoi. Il y a des similitudes, c'est intéressant finalement dès qu'on veut un peu modifier le corps ou changer un peu son corps, il y a toujours un peu des similitudes dans le fait d'assumer. Les gens n'aiment pas le changement en fait, ils ont peur qu'on change complètement fondamentalement. C'est-à-dire que je suis persuadée qu'il y a beaucoup d'hommes qui veulent pas que leur femme se fasse refaire la poitrine du tout. Et ils ont peur que, je sais pas, elle pète les plombs, elle parte avec un autre. Enfin, mais vraiment. Et du coup, j'ai beaucoup de femmes qui viennent, qui ont 45 ans, qui me disent, j'ai divorcé, ça fait 15 ans que je veux me refaire les seins, mon mari voulait pas, là j'ai divorcé, j'y vais, je me fais plaisir à moi. Enfin, parce qu'il y avait vraiment ce truc qui les bloquait, en fait. C'est intéressant, ça. Donc, en fait, c'est vrai que le fait de passer par la chirurgie, ça ne change pas qui l'on est à l'intérieur de soi. Alors, oui et non. D'accord. Ça, c'est intéressant. C'est-à-dire que non, mais en fait, il y a beaucoup de patients, ça leur apporte une confiance en eux qui finalement les change. Donc, ça veut pas dire qu'elles vont quitter leur mari pour aller voir quelqu'un d'autre, mais elles se disent vraiment, ça m'a changé, je me sens mieux avec moi-même, donc je me sens plus à l'aise dans mes rapports avec les gens, je suis moins timide, j'ai plus confiance en moi, et ça c'est énorme dans la vie, c'est comme dans le sport, on veut que les patients se sentent mieux dans leur corps et plus confiance en eux, ça je trouve ça super positif en fait. Oui, ça peut changer la façon dont tu t'habilles, dont tu te maquilles, parce que t'as le visage plus frais, tu mets moins de make-up. Mais complètement. Ouais. Hyper intéressant. Merci beaucoup en tout cas pour tout ça et bonne continuation. Et donc on se revoit dans quelques mois. Merci Lucille, à bientôt. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Alors, est-ce que vous êtes prêts à passer le cap de la chirurgie ou de la médecine esthétique? Ou peut-être que vous l'avez déjà passé? Dites-le nous en nous taguant sur les réseaux sociaux @LucilleWoodward, @LongLive le podcast. Mettez aussi des commentaires et des étoiles, des pouces vers le haut sur ce podcast Long Live que l'on souhaite vivre très longtemps. Allez, à bientôt, salut!